Deuxième partie de notre débat sur la 7e circonscription de Vaux-en-Velin et nous allons nous intéresser au thème de l'éducation. Alors en France, nous comptons près de 12 400 000 élèves scolarisés. Parmi eux se retrouvent des enfants dits à haut potentiel. Alors que signifie à haut potentiel? Nous allons savoir à travers le témoignage d'un membre de l'association Accompagnement et Épanouissement des hauts potentiels. L'association ACFHT, Accompagnement Épanouissement des enfants au potentiel, qui a été constituée le 9 avril dernier, en 2017. C'est un regroupement de professionnels, d'enseignants, de parents, tous concernés par le problème des hauts potentiels. Qu'est-ce qu'un haut potentiel? Un haut potentiel défini par l'éducation nationale par une personne qui a un QI strictement supérieur à 135. Nous, on aurait plutôt tendance à dire qu'une personne au potentiel est une personne hypersensible. Les côtés haut potentiel sont très divers. Il y a des personnes qui vont être dans la structure, dans la société, et qui vont du coup être plutôt dans un potentiel mathématique, je dirais, et structuré. Et on a aussi beaucoup de personnes qui vont être dans un potentiel créatif, des personnes qui vont être dans un potentiel un peu entre les deux. Voilà, on n'a pas une exactitude en fait de la définition du haut potentiel, ce qui rend délicat aussi la détection du haut potentiel. Aujourd'hui, ce qu'on peut dire, c'est que les enfants au potentiel au sein de l'éducation nationale, souvent, vont être un peu en décrochage scolaire potentiellement, parce que, n'ayant pas besoin qu'on leur répète 5 ou 6 fois la même chose, eux, ils auront intégré la chose. Quand on va leur demander de l'expliquer, ils l'expliqueront une fois, mais ils ne le referont pas 2 fois, ou 3 fois, ou 4 fois. Du coup, ils ont tendance à s'embêter un peu en classe, et vu qu'ils s'embêtent en classe, ils ont tendance à être agités, à vouloir faire autre chose, à vouloir découvrir d'autres choses, et à poser d'autres questions qui potentiellement peuvent déranger justement le professeur. Par rapport à ça, 2 questions qui pourraient se poser. La première, quelle action auprès de l'éducation nationale et donc des professeurs d'école pensez-vous pouvoir mettre en place? Et ensuite, deuxième question, quel suivi avec les associations actives et l'éducation nationale pourriez-vous mettre en place par rapport à ces actions? Donc d'abord la parole à Monsieur Albou. Oui, alors je suppose que pour les enfants qui ont un haut potentiel, il faut mettre des structures spécialisées. Enfin, ça c'est mon avis. Je pense pas que Debout la France ait une mesure particulière là-dessus. Par contre, sur le système scolaire, je parlais tout à l'heure de gâchis, de naufrage. C'est là vraiment qu'il faut mettre le maximum d'efforts, notamment rétablir l'autorité des maîtres et des professeurs dans les classes, dédoubler dans les classes où il y a beaucoup d'élèves en difficulté, au cours préparatoire, supprimer l'enseignement des langues et des cultures d'origine, au collège, au lycée, ramener de la discipline, parce que notre situation, notre système scolaire est vraiment à l'abandon. C'est vraiment une entreprise de démolition. La politique de la droite et de la gauche a consisté à tout laisser faire, et aujourd'hui, c'est vraiment une catastrophe. Merci. Donc l'association ACEP, il me semble qu'elle a trouvé naissance à Vaux-en-Velin, chez nous, que dans nos quartiers populaires, on a aussi des élèves, quelles que soient leurs conditions sociales, qui ont des potentiels très intéressants. Ce qui est à développer, et à Vaud, nous avons mis l'accent, là aussi, encore une fois, très fort sur l'éducation par la rénovation du bâti pour avoir des bâtiments qui soient dignes de recevoir nos enfants. Nous avons aussi développé des moyens du numérique dans nos écoles. Nos collèges sont en REP+, en réseau d'éducation prioritaire plus. Et pour avoir échangé avec un principal hier soir lors d'un petit spectacle organisé par 3 collèges de Vaud, en fait, alors que j'ignore les positions de ce monsieur en matière politique, celui-ci m'a dit, pour être fidèle à lui-même, enfin à ses propos, que Najat Vallaud-Belkacem avait été la meilleure ministre de l'éducation qu'on ait connue depuis longtemps, et il situait également monsieur François Bayrou, pour être complète. Maintenant, je pense que l'école de la République, c'est l'école pour tous. Donc les enfants à haut potentiel doivent pouvoir trouver leur place, comme les enfants en situation de handicap, et qu'il faut qu'on mette en place très rapidement, dès le plus jeune âge,
des systèmes de détection, notamment des différents troubles, parce que il y a les 10, mais il y a aussi des troubles du comportement liés aussi parfois à des questions soit d'autisme, soit de haut potentiel, et que c'est là-dessus qu'il faut mettre l'accent, et qu'il faut aider le corps enseignant à pouvoir accompagner ses élèves. C'est clair aussi que pour y parvenir, il faut avoir des effectifs réduits en classe. Alors, je n'irai pas du côté des 12 élèves de Monsieur Macron, parce que à Vaux-en-Velin, ça voudrait dire construire, avoir 56 classes supplémentaires. Ça fait plusieurs groupes scolaires à construire. On en construit 4 sur ce mandat-là, donc je vois pas comment on peut faire de mieux aujourd'hui. Voilà, donc moi je pense qu'il faut accompagner le milieu associatif, et la CEP fait partie du milieu associatif qui rend service aux familles et à leurs enfants. Donc il nous faut accompagner cela. Maintenant, sur la question de la détection des hauts potentiels, j'entends moi aussi par ailleurs que les techniques de détection ne donnent pas les mêmes résultats selon voilà. Donc après, le témoignage, je le signalais bien, c'est compliqué de pouvoir le définir. Et on peut être à fort potentiel sur un sujet, mais peut-être pas sur tous. Donc on vient sur un accompagnement particulier. Sous le précédent quinquennat, pas celui qui vient de s'écouler, mais l'autre d'avant, on avait supprimé des postes dans les classes. Là, on a mis des classes avec des maîtres supplémentaires. Il y a des AVS qui accompagnent nos enfants aujourd'hui. Il y a eu 5000 postes, je crois, créés qui permettent à chacun de pouvoir trouver sa place dans l'école. Et ça, c'est important. Voilà. Très bien. La parole à Monsieur Spreux. Alors moi j'aimerais d'abord rappeler que je suis candidat de lutte ouvrière et enseignant en classe de CP à Vaux-en-Velin. Alors bien sûr c'est un sujet auquel on est souvent confronté effectivement partout, avoir des élèves à haut potentiel dans une classe, et bien souvent ça a été dit dans le reportage que ce sont des élèves qui sont en souffrance, et d'ailleurs ce sont pas les seuls. Il y a beaucoup d'élèves qui peuvent être en souffrance par rapport à leurs apprentissages. Et moi, ce que j'aimerais expliquer, c'est que ça fait quand même bien longtemps que les postes qui sont très importants pour accompagner ces élèves-là à l'école sont de moins en moins importants, parce que on a une grande hausse des effectifs scolaires. Par exemple, dans mon école, à Vaux-en-Velin, on est passé de 10 à 14 classes, et les quelques enseignants qui font partie de ce qu'on appelle le RASED, c'est le réseau d'aide spécialisée aux élèves en difficulté, qui interviennent aussi bien avec les élèves en difficulté d'apprentissage et en particulier aussi avec les élèves à haut potentiel, eh bien, les quelques enseignants dont on dispose pour nous aider sont le même nombre aujourd'hui à 14 classes que quand il y avait 10 classes dans l'école. Alors si vous faites un petit calcul, ça veut dire qu'il y a beaucoup moins de temps pour accompagner les élèves qui en ont le plus besoin. Et ça, c'est pas en voie de s'arranger, puisque un autre dispositif qu'on utilise beaucoup dans l'éducation prioritaire, vous savez que Vaux-en-Velin fait partie de l'éducation prioritaire, on a un enseignant supplémentaire par école dans nos écoles, et ça va être supprimé par c'est ce que le ministère de l'Éducation se prépare à supprimer pour utiliser ces postes dans le cadre du grand coup de com' qui a été fait sur la baisse du nombre d'élèves uniquement en classe de CP et peut-être de CE1. En tout cas, ils utilisent ces postes-là que les enseignants dans l'éducation prioritaire avaient beaucoup investi et qui étaient très utiles pour travailler en petits groupes, pour travailler avec les élèves en difficulté. Eh bien, ces postes-là, ils vont être utilisés pour cette opération de communication. Et c'est d'ailleurs, je pense que c'est important de signaler que les enseignants de Vaux-en-Velin, et puis moi-même bien sûr, on était en grève le 5 mai, justement pour dénoncer le manque de moyens dans les écoles de l'éducation prioritaire, à la fois le nombre d'enseignants, mais aussi tous les personnels qu'il y a autour et dont on a besoin pour accompagner les élèves. Et on a utilisé cette mobilisation du 5 mai, en particulier pour dire qu'on avait besoin justement de ces postes d'enseignants supplémentaires, mais aussi pour dire que, par exemple, à Vaux-en-Velin, on manque de psychologues scolaires, et là aussi, bien sûr, le psychologue scolaire, moi j'ai déjà eu des élèves à haut potentiel dans ma classe, et c'est le premier avec lequel on travaille quand on a un élève qui est dans cette situation-là, et dans tout un tas d'autres situations d'ailleurs. Eh bien, on manque de psychologues scolaires. Faut savoir quand même, des fois ça étonne les parents d'élèves, mais dans les écoles, on n'a même pas une infirmière par école. On est quand même en train de parler de Vaux-en-Velin, des quartiers où il y a une situation sociale qui fait que les enfants, ils ont besoin de pouvoir être accompagnés par des infirmières quand il y a des problèmes de santé, quand il y a des enfants qui sont mal logés, des fois même des enfants qui mangent pas assez, qui mangent pas tout à fait à leur faim. Eh bien, on a besoin d'infirmières scolaires. Il y en a même pas une par école. Une infirmière aujourd'hui, ça intervient sur 10 écoles. Donc la question du haut potentiel,
C'est une question qui me parle parce que aujourd'hui, moi, j'ai un enfant qui. Alors, pour le coup, je suis pas candidat, mais je parle quand même de ça. Mais j'ai un enfant qui est en voie de justement, on est en train de. Il est suivi aujourd'hui et le pédopsychiatre disait la dernière fois il était potentiellement dans les hauts potentiels. Donc je sais ce que c'est. Et effectivement aujourd'hui tout ce qui peut exister comme dispositif, notamment les EVS, ce que vous évoquiez tout à l'heure, je trouve que c'est une très bonne chose parce que ça leur permet d'être accompagnés. Malheureusement, ce que vous dites, effectivement, c'est qu'il manque quand même du personnel à ce niveau-là. Mais je pense que ça y sera remédié. Après, pour revenir sur les mesures qui sont proposées, en tout cas par le programme En Marche. Donc c'est ce que vous aviez évoqué, le dédoublement des classes, dans les zones REP+. Ce que vous aviez évoqué tout à l'heure, donc c'est plus de maîtres que de classes. C'est ça, plus de maîtres que de classes. Effectivement, ça va être utilisé, mais de manière temporaire. Le temps de recruter justement les enseignants qu'il faut. En même temps, si on veut permettre d'avoir ça dès la rentrée 2018, moi je pense qu'on va avoir des difficultés si on peut pas puiser tout de suite dans les ressources qui existent déjà. Mais ça y sera remédié et je pense que c'est une très bonne chose le PDM-QDC. C'est ça. C'est une très bonne chose et ça sera prolongé. À aucun moment ça a été mentionné qui va être supprimé, que c'est un dispositif qui sera supprimé. Donc c'est voilà mon incompréhension justement par rapport à ça. Il y a aucun moment il a parlé de ça. Je pense avoir fait le tour peut-être. Très bien. On va passer la parole à Monsieur Chichapea. Moi je partage en tout cas sur ce sujet. Donc je vais pas aller reprendre les préoccupations de notre ami de lutte ouvrière. Je suis toujours consterné par les moyens qui diminuent dans l'école publique, notamment sur les personnels. Je voudrais rajouter que aussi pour ce qui relève de la santé mentale, on aurait vraiment besoin aussi de personnel pour accompagner les élèves, mais aussi les familles sur certains problèmes. Moi, sur la question d'éducation, je vois à la fois l'éducation scolaire, mais je vois aussi l'éducation populaire, et je ne dissocie pas les deux, parce que autant l'éducation scolaire, on apprend des matières et des disciplines bien précises, et autant l'éducation populaire, elle sert aussi à traduire l'apprentissage de ces matières-là dans la vie réelle et dans la vie du quotidien, dans la vie de tous les jours. Et pour ma part, je regrette que l'éducation populaire aujourd'hui soit réduite à des activités liées aux loisirs ou à des apprentissages que je pense pas majeurs, plutôt des activités de type occupationnel, alors qu'on a grand besoin de travailler sur une maîtrise de son environnement social, économique, politique, culturel, dont ont besoin nos jeunes et les enfants. Et pour finir sur cette question-là, je suis très préoccupé pour ma part de la situation des enfants qui sont en classe maternelle, parce que je sais que la petite enfance en tout cas c'est un passage. En tout cas, c'est un début, je veux dire, qui est très très important, et de nombreuses études montrent qu'entre 0 et 5 ans, l'avenir d'une personne se joue à ce moment-là. Et pour avoir aussi eu certaines expériences et avoir observé la situation de certains enfants, il y a des vrais problèmes liés au comportement, liés à la maîtrise du langage, liés à la relation à son environnement, à la violence. Et comme chacun sait, de la petite enfance, on passe à l'adolescence, on passe à la jeunesse et à l'âge adulte. Et c'est important qu'à toutes ces étapes-là, l'éducation à la fois scolaire mais aussi populaire soit présente pour donner du sens au sens sociétal. Donc
Oui, la question de l'éducation dans nos quartiers, puisque ils sont toujours labellisés quartiers prioritaires avec tous les dispositifs, tous les labels qu'on connaît, et en même temps, tous les indicateurs montrent que les moyens s'appauvrissent et que le niveau scolaire baisse et que la situation de nos enfants est très préoccupante et donc je vois pas vraiment en quoi c'est prioritaire puisque les moyens ne vont pas avec. D'accord, merci. Nous allons passer à monsieur Paul Bogossian. Merci. Je vais pas reprendre tout ce qui a été dit par rapport donc aux enfants donc qui sont en souffrance, ça a été bien expliqué. Hein. Et en même temps, le diagnostic est bon, on a bien compris mais en même temps, il manque toutes les personnes qualifiées qui pourraient effectivement aider, qui sont des spécialistes. Hein. On a parlé des psychologues, on a parlé des infirmières, on a parlé de pour les enfants aussi l'accompagnement des enfants handicapés. Donc on voit quand même à côté de ça, le manque de moyens. Donc qu'est-ce qu'on voit? On voit aussi qu'il y a 80 000 enseignants qui ont disparu, de postes qui ont disparu donc sous le mandat Sarkozy. Ouais. Il y a eu 60 000 enseignants supplémentaires sous le mandat de Hollande. Hein. Mais en même temps, on a assisté quand même à une poussée démographique. On a de plus en plus d'enfants. Et donc, effectivement, ça suffit pas. Ça suffit pas. Et on voit d'ailleurs dans nos établissements, hein, parce qu'on parle de l'enfance, de la petite enfance, mais aussi pour le lycée, par exemple, les enseignants de Douaneau étaient en grève il n'y a pas très longtemps, hein, il y a 2 mois. Même pas, et parce que effectivement ils ont un accroissement d'inscription et ils vont avoir des classes surchargées, donc il n'y a pas un accompagnement de moyens et donc les choses ne sont pas anticipées et je pense que de manière générale, moi j'aimerais bien comprendre comment le nouveau président il parle dans son programme de supprimer 120 000 postes de fonctionnaires. Il va les supprimer où, hein? Parce que chaque fois qu'on parle d'un endroit, on dit effectivement non, pas là, parce que là on en a besoin. Mais j'aimerais savoir quand on voit toutes ces difficultés, comment c'est possible. Concernant l'école, alors bon, bien sûr, ce qu'on demande, hein, c'est normal. On veut une école de l'égalité. Hein, c'est une école qui donne à tous les citoyens de demain les moyens de maîtriser leur avenir et de participer au choix collectif. Pour ça, effectivement, un droit à l'école dès 2 ans, hein, pour toutes les familles qui le souhaitent, et une scolarité obligatoire, parce qu'on a besoin de plus en plus de formation, de scolarité obligatoire qui irait jusqu'à 18 ans. On veut aussi une ambition pour tous, partout. Nous ne voulons pas d'une société fragmentée où règne la peur de l'autre et la concurrence généralisée. L'école doit construire une culture commune à tous. Il faut une élaboration démocratique d'une carte scolaire, on n'en a pas parlé mais ça, contraignante pour une véritable mixité scolaire partout. Il faut le renforcement de l'école publique face à la concurrence du privé. Sectorisation de l'enseignement privé, fonds publics à l'école publique. Il faut aussi le renforcement des diplômes nationaux, garantie qu'une formation commune débouche sur une qualification égale. Beaucoup de choses effectivement ont été dites. On était en soutien au mouvement des enseignants à Vaux-en-Velin, que ce soit au lycée et puis dans les écoles primaires. Je crois que c'est clair, c'est-à-dire que pour répondre au témoignage, finalement le problème des 10, enfin des hauts potentiels, c'est le problème, même s'il y a une spécificité de tous les enfants, c'est en termes de moyens pour l'école, quoi. Le nombre de profs, le nombre d'enseignants, le nombre d'infirmières, vous l'avez dit. J'ai aussi discuté là avec des personnes qui étaient en mouvement de grève, qui disaient aussi le problème d'avoir accès à un rendez-vous au CMP. Donc il y a quand même quelque chose là qui a travaillé en termes de moyens. Les infirmières, les psychologues, infirmières, c'est pas moi qui vais vous contredire, c'est un vrai problème. Et du coup, si il y avait une réduction des effectifs par classe, nous on propose 20. Et que peut-être que les classes, elles peuvent être, là c'est pour répondre un peu à monsieur, c'est-à-dire que s'il y a moins d'élèves, si les enseignants sont dans de meilleures conditions, il y a un diagnostic qui est plus facile à poser.
et il y a des temps peut-être spécifiques. Moi, je voudrais discuter avec ces associations parce qu'après, j'ai pas la connaissance vraiment de ce qui est très important, ce qu'il faudrait mettre en place. Je suis pas persuadée qu'il faut les mettre à part. C'était votre point de vue, c'était pas, j'ai bien compris, mais parce que là, je pense que là, on fait, si on sépare, je pense que c'est une erreur qu'il faut continuer à laisser les enfants dans l'école, que ce soit avec cet handicap-là ou avec d'autres. Voilà, donc c'est jouer sur les moyens, sur les psychologues, sur les infirmières, sur tout ce qu'il faut pour que l'école aille mieux. Et puis, il faudra qu'on m'explique, mais peut-être que le représentant d'En Marche nous le dira, c'est-à-dire comment on fait pour c'est-à-dire comme non mais parce que là du coup on a des annonces donc on a un peu peur. Effectivement, c'est la réduction des fonctionnaires, donc où? Alors si c'est pas l'enseignement, vous avez l'air de dire que c'est pas dans l'enseignement, donc j'ai peur que ce soit dans la santé, j'ai peur que ce soit dans la sécurité, on va en parler tout à l'heure, voilà, donc qu'on puisse savoir un petit peu où ça va être. Et puis l'école à 12 par classe, alors ça j'aimerais vraiment qu'on y arrive. Effectivement, il va falloir construire des écoles. Ça a un coût, ça impose des choix aux municipalités, et d'autant qu'on apprend qu'il y aura une réduction des dotations, enfin en tous les cas ce qui concerne l'impôt. Donc comment on fait quand on est une collectivité locale pour construire des écoles quand on va pas plus pouvoir avoir accès à l'impôt qui le permettait, Très bien. Entre autres. Il vous reste un peu de temps, Monsieur Grinch, si vous voulez rajouter quelque chose. Très court. Un tout petit peu de temps, oui. Juste pour reprendre, les hauts potentiels, c'est pas un handicap. Juste ça. Ensuite, pour parler des suppressions des 120 000 fonctionnaires, alors je pense que tout le monde le sait ici. Il y a énormément de départs à la retraite. Vous étiez fonctionnaire il y a pas très longtemps et donc vous êtes parti à la retraite. Et on sait qu'il y aura énormément de départs à la retraite. Et en fait, c'est une partie de ces départs-là qui seront pas renouvelés. Ou pour le moment, il y a rien qui a été défini, mais on sait juste que avec la numérisation de certains services publics, eh ben forcément, il va y avoir des postes qui vont évoluer et donc qui seront plus par là. C'est pour répondre aux éloges tressés pour Najat Vallaud-Belkacem. On verra dimanche soir. Mais au classement PISA, qui est un classement des systèmes scolaires, on est 26e en France, en Europe. Donc maintenant, on va passer au sujet de la sécurité. Il y a maintenant un peu plus d'une semaine a eu lieu à Manchester un attentat. Il a été revendiqué par l'État islamique. Il y a 1900 Français ou personnes résidant en France qui seraient concernés par le djihad selon le ministère de l'Intérieur. 650 Français sont actuellement dans les rangs des terroristes. Il y a dans ces 650 une vingtaine de mineurs et une soixantaine de jeunes hommes et de jeunes femmes qui habiteraient qui seraient encore en France et de moins de 18 ans seraient aussi concernés par le djihadisme et le terrorisme. À Vaux-en-Velin, il y a eu de multiples arrestations par rapport au terrorisme ces dernières années. Donc je vais poser la question sur la prévention. Quelle prévention faire auprès des jeunes et comment la mettre en place? Et si vous pouviez vraiment répondre sur la question sur la prévention et pas dévier sur autre chose, ça serait gentil. Alors, la question de la prévention, ça revient à une autre question. Est-ce qu'ils sont responsables ou est-ce que c'est la société qui est responsable? Eh bien moi, je suis désolé, mais je pense qu'ils sont responsables. Je pense qu'il y a vraiment un laxisme, une irresponsabilité que nous payons. Et malheureusement, on ne prend aucune mesure pour vraiment éradiquer cette espèce de bombes qui sont au-dessus de nos têtes. Malheureusement, il faut parler comme ça. Les fichiers S, les 11 000 fichiers S, ils sont 11 000. En termes de prévention, c'est les individus qui sont responsables. Alors, on peut mettre plus de police. Bien sûr qu'il faut mettre plus de police. Bien sûr qu'il faut faire plus de rondes. Bien sûr qu'il faut surveiller, qu'il faut reconstituer les renseignements généraux. Mais à la base, ce sont les individus qui sont responsables. Et les Français en ont assez de ce discours un petit peu où dire c'est la faute de la France. Ce n'est pas la faute de la France. L'islamisme, les fondamentalistes, ceux qui posent des bombes sont responsables. Et il faut absolument, et nous c'est une des choses sur lesquelles on se bat le plus, les fichiers S, qu'ils ne reviennent pas,
qu'ils ne reviennent pas en France. Nicolas Dupont-Aignan a fait un projet, c'est de les éloigner aux îles Kerguelen. Aux îles Kerguelen, oui, comme ça, ils sont coupés de tout contact avec leurs compères, leurs collègues, et c'est une mesure indispensable. D'autres mesures sont à prendre. Par exemple, il faut absolument renforcer tous les moyens policiers, il faut renforcer l'armée, parce que là, c'est vraiment quelque chose qui peut s'amplifier, et nous sommes pas loin d'un drame qui sera autrement plus important que celui de Manchester. C'est un drame qui se chiffrera en centaines et centaines de morts. Donc renforçons les moyens de la police, arrêtons de toujours penser que c'est la société, que c'est la France qui est responsable. Le problème, c'est un problème individuel de gens qui sont dans le communautarisme et qui sont entraînés notamment par les mosquées, notamment par Internet, et qu'il faut combattre farouchement. Très bien, Madame Le Serre. Je suis un peu interloquée par ce que je viens d'entendre, parce que parmi les gens qui sont partis commettre des actes, il y a des femmes, il y a aussi un tiers de femmes, je crois. Il y a quelques convertis, dont nombre de convertis du reste, des gens qui sont pas nécessairement issus de nos quartiers du reste. Et je crois que l'important, c'est de comprendre les processus qui amènent à cela, et on peut pas condamner les gens en se disant que nous n'avons pas une responsabilité partagée. Ce que j'entends, c'est qu'on pointe quelque part aussi les musulmans, et moi je crois que nous avons dans notre pays, fort heureusement, tous le droit de croire ou de ne pas croire, quelle que soit sa religion, et donc il faut comprendre comment on en arrive là. Et moi je crois que un des grands trucs, c'est de travailler sur le vivre ensemble, travailler la question de l'appartenance à la nation. Et c'est clair que quand on a le sentiment d'être abandonné par tous, de fait, on va sur des aspects communautaires. Alors le communautarisme a différentes formes, et que ça, c'est à combattre. On a encore une fois à Vaux-en-Velin, mais on est aussi un peu là pour parler de Vaux-en-Velin, si j'avais tout bien compris, mis en place un plan de lutte contre toutes les formes de discrimination, antisémitisme, racisme, là. Et dans les actions avec les associations, notamment d'éducation populaire, on travaille sur ces aspects-là. Moi, je crois que effectivement le quinquennat Sarkozy avait sabordé les effectifs de police, de renseignement, et que nous avons contribué largement largement non, c'est insuffisant. Il faudrait recruter encore de nouveau au moins 10 000 policiers et gendarmes, je crois. Et du coup, parce qu'initialement nous on voulait faire ça pour développer une police de proximité, mais c'est trouvé que du coup elle a été mobilisée à d'autres fins pour assurer la sécurité de tous. Il y a la question des fichiers, c'est une vraie connerie. Je parle pas bien, mais je crois que c'est voilà, parce que si on veut déjouer aussi les attentats, le travail qui a été fait, ça a permis de déjouer quand même 17 attentats certains, risques certains d'attentats. Et que pour ceux qui rentreront, parce que il y a aussi à travailler avec eux, comment on fait pour j'arrive pas à dire ce mot. Oui, non, mais j'y arrive pas. Donc, mais ça n'empêche qu'il y a un travail à faire avec eux parce qu'ils ont pleinement leur place parmi nous et qu'il faut démonter tout ça. Voilà, moi je peux pas comprendre qu'on oppose les Français les uns aux autres. Si on en est là, c'est qu'à un moment donné, on a arrêté de se parler, on a arrêté d'agir dans l'intérêt général, et que il nous faut partout, y compris dans nos quartiers populaires, plus de République. Ça, c'est un fait. Sans stigmatiser personne en fonction de ses appartenances. Voilà. Merci. Alors, moi, pour répondre un petit peu à la question, donc première mesure qui a été proposée par Monsieur Emmanuel Macron, notre président de la République, c'est de créer au plus vite une task force qui serait directement rattachée à l'Élysée pour le coup, et qui réunirait des personnes, ça serait une équipe à peu près de 50-60 personnes, et qui réunirait des personnes de différents ministères, notamment ministère de la Défense, de l'Intérieur, de la Santé, mais également, on réfléchit également à éventuellement intégrer aussi des personnes du ministère de l'Éducation, puisque on a noté tout à l'heure qu'il y avait également des jeunes mineurs parmi ces départs vers le djihad en Syrie et en Irak. Donc ça c'est une
une des fortes mesures qui est proposée. L'autre mesure qui avait été évoquée pendant la campagne présidentielle, ça a été de permettre de créer en fait des centres fermés, pardon, pas de formation, mais des centres fermés de déradicalisation. Là, j'y arrive. De déradicalisation et que ce soit de petite taille et donc où il y aurait un ensemble de personnel qui permettrait à ces gens-là de revenir à la raison et en leur imposant des activités qui leur permettraient de se resociabiliser au niveau de la société. Donc après, vous parliez tout à l'heure des fichiers S. L'autre chose qui est à noter, c'est que dans les fichiers S, il n'y a pas que des personnes qui sont surveillées pour de l'islamisme, radicalisme, mais également des personnes sur d'autres mouvances qui, pour le coup, n'ont aucun rapport avec le djihadisme. Donc attention juste à ce qu'on dit parce que voilà, faut pas, parce qu'on a pendant très longtemps on a entendu fichier S, tous en prison, fichier S, tous dehors. Mais il y a un moment donné, il y a des personnes, il y a un état de droit effectivement, et puis il y a aussi des personnes qui n'ont aucun rapport avec le djihadisme et qui sont également surveillées pour appartenance à des groupes anarchistes et compagnie. Donc voilà. Je pense avoir fait le tour. Bien, je comprends un peu mieux pourquoi au second tour il y a eu certaines alliances, parce que du coup là ça m'a un peu choqué cette intervention. Effectivement, sur la prévention, moi l'essentiel, c'est vrai, c'est se sentir dans la République, mais alors quels moyens on met pour que tout le monde se sente dans la République? Il y a tout ce qu'on a dit sur l'école, je crois que c'est capital. Tout cet accès à la fois en termes d'emploi, enfin voilà, il y a des tas de choses qu'il faut mettre en place pour que les gens ils se sentent appartenir, voilà, et qui à un groupe, à une société, voilà. Donc ça c'est ça pour moi la première prévention. Et il y a une autre prévention qui il me semble, c'est les moyens qu'on donne, notamment en termes de renseignement. Et là, moi j'avais lu une enquête sur des officiers du renseignement qui disaient que ils avaient sabré quoi. Les différents gouvernements ont sabré les moyens et la police entre autres, et la police aussi. Nous aussi, on est pour une police de proximité. Le problème, c'est que comme on a baissé les effectifs de police pour les différents gouvernements successifs, les mairies, et c'est le cas par exemple à Rieux, ont tendance à chercher à armer leur police municipale, et donc cette police qui devait normalement jouer le rôle de police de proximité. L'autre chose à dire là-dessus, c'est que quand même, il faut qu'on ait un regard sur la politique internationale. Enfin, il y a quand même aussi des causes. Je dirais tout ce que entreprend la France en termes de politique internationale, ça a des conséquences sur notre territoire. L'attaque en Irak, en Syrie, la Libye, ça a des conséquences après sur des créations de Daesh et tout ça, et ça a des conséquences après chez nous. Voilà. Donc je pense que mettons tout le monde. C'est ce que disait Jean-Luc Mélenchon, et d'ailleurs tout le monde autour d'une table pour pouvoir discuter. Je me souviens qu'on disait qu'il fallait discuter avec Monsieur Poutine, et là ça devenait un dictateur, Poutine. Hein. Et quand Monsieur Macron le rencontre, là c'est le président de la Russie. Voilà, c'est tout est différent. Donc voilà, il y a des choses à faire au niveau international, et c'est d'abord ça, il me semble qu'il faut régler. Oui, juste pour évacuer une première question. Les analyses du ministère de l'Intérieur disent très clairement que les 3/4 des personnes qui partent faire le djihad ne viennent pas des quartiers populaires ou des milieux populaires, effectivement, et que ce sont des personnes qui viennent plutôt de milieux aisés, milieux ruraux, milieux périurbains. Et je crois que c'est quelque chose d'important à dire, parce qu'on a tendance à stigmatiser une partie de la population française et notamment musulmane. Quand on parle de la question de la prévention, je rebondis aussi volontiers sur ce que dit Sophie, parce que je pense que il est question de
de comment on traite aussi des citoyens, comment on fait société. Cette question-là, il me semble, elle est fondamentale. Et il y a une partie de la population qui depuis des années dénonce un traitement inégalitaire, dénonce des discriminations, dénonce un racisme, dénonce des humiliations qui effectivement peuvent conduire à des actes ou à des comportements qui concernent pas d'ailleurs que la religion. Il y a une forme de radicalisme et de rupture violente qui en dehors de la question religieuse, qui peut être politique, qui peut être sociale, qui peut être culturelle, etc. J'entends bien que là on est sur la question de la religion puisqu'on a parlé de l'islamisme, et que pour prévenir ces phénomènes-là, ces dangers-là, il y a aussi comment on soutient, on développe les associations justement de prévention. Et dans les associations de prévention, il y a la prévention spécialisée. Et moi, je continue de croire dans la prévention spécialisée et dans sa capacité à travailler sur ces sujets-là, encore qu'il faille lui donner les moyens. Dans la région lyonnaise, c'était une compétence du département qui est maintenant dévolue à la métropole. Mais on voit bien que les moyens, en tout cas, n'augmentent pas. S'ils ne baissent pas, ils n'augmentent pas, alors que ces phénomènes-là prennent de l'ampleur. Moi, je suis aussi intéressé pour travailler sur la question de la police par rapport aux questions de discrimination, et c'est directement lié à la sécurité. Je pense qu'il y a une police des mœurs, il y a une police qui lutte contre le crime organisé. Je pense qu'il y a une police qui lutte par rapport au phénomène de drogue et de stupéfiants. Je pense qu'il est tout à fait imaginable et normal qu'on ait une police qui lutte contre les discriminations. Ça permettrait aussi de faire avancer la société globalement sur ce qu'on a en commun et sur ce qui a été dit sur le vivre ensemble, sur lequel je rajouterai. Alors, moi, quand j'entends dire sur ma droite que la France ne serait pas responsable de la situation, j'aimerais d'abord dire que je suis en total désaccord avec cette idée. Nous, à Lutte ouvrière, notre solidarité, elle va bien sûr à toutes les victimes de terrorisme, comme on a pu le voir encore à Manchester. Ce sont des crimes absolument abjects c'est assassiner aveuglément les gens, et bien sûr, ça juge ceux qui commettent ça, parce que ça montre que ce sont non seulement des ennemis des classes populaires, des travailleurs, mais bien sûr des ennemis de l'ensemble de l'humanité. Mais pour autant, nous ne faisons pas partie, nous, militants et candidats de lutte ouvrière, de ceux qui veulent se joindre à une sorte d'unité nationale avec des dirigeants politiques qui sont en grande partie et même entièrement responsables de cette situation. Parce que déjà, on veut pas non plus se joindre aux pseudo-mesures contre le terrorisme qu'on peut entendre et qui reviennent parfois à stigmatiser une partie de la population, comme on a pu entendre récemment la déchéance de nationalité, voire entendre la gauche reprendre les mots de l'extrême droite. Et on ne veut pas non plus défiler avec certains dictateurs comme a pu le faire François Hollande après les attentats contre Charlie Hebdo. Et juste au sujet de ces responsabilités, il faut quand même se rendre compte que ces régions-là, l'Irak, la Syrie, qui étaient des régions assez développées. Je rencontrais encore à Vanvelin quelqu'un qui me disait il y a quelques dizaines d'années, c'est nous qui envoyions des manuels scolaires dans des pays comme la Tunisie. C'était des régions assez riches. Et aujourd'hui, c'est le chaos. Il faut quand même se demander pourquoi aujourd'hui c'est le chaos en Irak, c'est le chaos en Syrie. Je parlais tout à l'heure des débuts de mon engagement politique. Moi, je me souviens quand même de ce que les pays impérialistes, les pays riches, ils ont été faire en Irak pour aller prendre le pétrole. Et qu'est-ce qu'ils vont faire, les pays riches, quand ils vont guerroyer dans ces pays-là? Sur qui ils s'appuient une fois qu'ils ont fait passer leur armée? Bien sûr qu'ils s'appuient sur des chefs de guerre pour contrôler les populations. Bien sûr qu'ils donnent des armes à des petits groupes locaux en leur disant vous vous débrouillez pour que dans cette ville il y ait rien qui bouge et pour qu'on puisse prendre le pétrole. Alors moi, ça me rend hors de moi d'entendre aujourd'hui les dirigeants politiques qui sont responsables du chaos en Irak, en Syrie, prétendent qu'ils vont lutter contre le terrorisme. Mais c'est n'importe quoi. Ce sont des pompiers pyromanes. Voilà ce que c'est, des pompiers pyromanes. Et au sujet, bien sûr, de ces jeunes qui, malheureusement, comme vous l'avez dit, de toute origine et de toute condition sociale, vont aujourd'hui rejoindre les rangs du djihad. Bah là aussi, il faut quand même se poser la question, dans quelle société on vit pour qu'aujourd'hui, un jeune de 18 ans
sa perspective pour son avenir, ce soit d'aller prendre un fusil, tuer des innocents. Non mais ça juge la société dans laquelle on vit. Ça veut dire qu'il n'y a aucune perspective pour la jeunesse en réalité. Et c'est justement pour ça que nous, à Lutte ouvrière, ce qu'on cherche à faire, c'est à construire un parti qui représente les intérêts politiques des travailleurs et de dire qu'il y a un autre avenir qui doit être possible pour les êtres humains et qu'on doit défendre notre camp social et bien sûr proposer d'autres perspectives à la jeunesse que d'aller se ranger derrière des ennemis de l'humanité comme ceux-là. Ce qui a été dit par rapport aux personnes qui font des attentats, je pense qu'il y a aucune excuse et je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. C'est des criminels, point barre. Je pense il y a aucune justification. On peut jamais justifier de tels actes de barbarie. Bon. Moi, pour moi, la première chose à voir, c'est au niveau de nos relations internationales. Je pense que ça a été expliqué avant. Pour des intérêts géostratégiques, la France est quand même allée dans des pays, s'est alliée avec d'autres, a créé des potentats locaux, s'est servi de groupes, etc., qui ont fait que, à un moment donné, on maîtrise pas, on s'est amusé avec des choses qui finalement pètent dans les doigts. Donc après. En même temps, qu'est-ce qui se développe en France? Il se développe quand même tout un sentiment donc autour du musulman, autour du maghrébin, autour de ceux qui viennent du Moyen-Orient. Bon, à partir de là, qui dit maghrébin dit musulman, et derrière qui dit musulman dit terroriste, etc. Donc on arrive à quelque chose qui vient détruire le vivre ensemble justement. Et on a en même temps décapité quand même au niveau de la police quand même. Sarkozy a supprimé 13 000 postes de policiers. Il a complètement cassé donc les services de renseignement quand même qui étaient utiles dans ces cas-là parce que ça fait aussi de la prévention. Nous sommes pour une police de proximité. Parce qu'effectivement, on est pour qu'il y ait de l'îlotage. On a besoin d'avoir des policiers reconnus qui font leur travail, mais qui font leur travail. Et combattre ces questions-là, je pense que c'est mettre tous les moyens qu'il faut autour. C'est pas simplement les policiers. Les policiers sont un acteur. Il y a plein de ce qu'on a dit depuis le début. Il y a tous les services publics qui disparaissent sur nos territoires un peu partout. Hein. On a parlé tout à l'heure des éducateurs, mais aussi de tout ce qui est au niveau de la santé. Hein. On est en train de tout ce qui est service de psychiatrie de proximité, par exemple. On est en train de détruire, on est en train de démanteler, de regrouper des CMP. On a plein de il y a tout un maillage qui se fait à travers les établissements publics. Tout ça qui est en train de plus ou moins de disparaître. Donc je pense que le vivre ensemble, c'est un peu tout ça. Hein. On a parlé de l'éducation, première chose. Hein. Et après, il y a tout ce qui est autour. Ça a été dit dans les prises de parole avant, dans les autres thèmes. Tout ce qui est l'insécurité sociale, les gens qui n'ont pas de travail, les gens qui ne peuvent pas se soigner, etc. Ça crée du désespoir, ça crée des situations quand même après qu'on ne maîtrise pas. Très bien, donc nous arrivons au dernier thème de ce débat qui concerne la société. Alors nous allons nous intéresser à une nouvelle réforme qui est passée il y a quelques mois, qui concerne la nouvelle réforme du permis de conduire. Alors pour expliquer un peu cette nouvelle réforme, elle a pour but premier de diminuer le délai entre le premier et le second passage à l'examen du permis de conduire, mais également de réduire les coûts de son obtention. Alors, ceci a engendré de diverses manifestations de la part des auto-écoles dans l'agglomération lyonnaise, et nous avons avec nous Madame Leblois, oui, propriétaire de l'auto-école Vaux Village à Vaux-en-Velin, oui, qui va nous faire son témoignage au niveau de sa nouvelle réforme du permis de conduire. Ça fait 27 ans qu'on est installé à Vaux-en-Velin, donc je crois qu'on sait de quoi on parle. Donc tout le monde dit le permis coûte cher. Moi, je n'ai pas la prétention de faire passer le permis, mais avant tout, mes élèves, je veux faire des citoyens, des bons conducteurs, et je crois qu'on y arrive. Et c'est pour ça que je défends mon métier. Donc, on laisse mourir des entreprises au profit de grandes plateformes, hein, en faisant croire que ça va coûter moins cher aux élèves. Les politiques appellent ça la fracture numérique. Alors moi, ça me fait rire, la fracture numérique, parce que j'ai vraiment l'impression d'être une vieille croulante là.
m'excuserez du peu, mais donc ma question est la suivante pour vous, messieurs les futurs députés, puisque on est ici pour ça, je crois. Messieurs, dames, excusez-moi. Oui. Donc la priorité qu'on donne à la formation, à la sécurité routière aussi, parce que bon, on a quand même encore presque 4000 morts d'accidents de la route, et je crois qu'on a beaucoup parlé des jeunes, et la tranche des 18-25 ans, c'est ceux qui ont le plus d'accidents, hein. Et donc entre modernité avec le tout internet et la sensibilisation pour faire des conducteurs responsables et éco-citoyens, moi je vous pose la question, comment voyez-vous l'avenir des auto-écoles et l'avenir des gens aussi de Vaux-en-Velin, parce que à Vaux-en-Velin, moi je fais je travaille avec la mission locale, je travaille avec Pôle emploi, je travaille maintenant on va avoir un diplôme qui va être professionnalisant. C'est pas ceux qui font du travail au noir, qui font du coach de conduite et qui font tous ces petits métiers, l'ubérisation, hein, bravo. Mais c'est pas ces gens-là qui vont former en 2 ans des futurs moniteurs. Donc que va-t-on faire de notre profession, mesdames les futurs députés? Oui, alors je voulais vous dire, donc vous êtes 10 000, je crois, en France auto-école. Donc avec Macron, c'est la concurrence sauvage, la concurrence généralisée. Ça veut dire que la moitié ou les 3/4 vont disparaître rapidement. C'est Macron, hein. L'ubérisation, c'est de toute façon tout le monde, la concurrence des pauvres contre les pauvres. Et vous êtes au milieu, donc vous allez disparaître. C'est le néolibéralisme, c'est la jungle. Donc vous êtes dedans. Simplement 2 phrases de Macron qui rêve que chacun soit entrepreneur. En parlant des jeunes de banlieue, des gens souvent victimes de l'exclusion choisissent l'entrepreneuriat individuel parce que pour beaucoup de jeunes aujourd'hui, c'est plus facile de trouver un client que de trouver un employeur. On a vu avec Uber, on voit ce que c'est. Les gens travaillent 70 heures par semaine, gagnent 500 € par mois, et vous allez être victime de cette concurrence sauvage et généralisée. Je crois que j'ai passé mon permis de conduire chez vous. Donc voilà. Oui, effectivement, je crois que là vous posez le problème de l'ubérisation. C'est complètement ça. Donc c'est de la déréglementation d'une profession. C'est les conditions, parce que c'est un problème pour vous, mais à long terme, voire à moyen terme, c'est un problème aussi pour ceux qui se lancent dans une concurrence à votre profession, parce que finalement ils vont travailler beaucoup plus de temps et pour payer rien, et pour être payé pas grand chose, et surtout pour ne pas avoir de couverture sociale. Donc eux déjà, pour eux aussi c'est une catastrophe. Quant à votre profession, il me semble qu'il y a des choses, mais je vois que vous avez quand même pas mal travaillé là-dessus, c'est-à-dire que il y a besoin d'auto-école, voilà, il peut y avoir après des partenariats. Mais je crois que vous avez déjà entamé tout ça, puisque vous parliez de la mission locale, voilà. Et puis sur la prévention, parce que vous avez évoqué aussi la prévention dans l'école finalement. Alors il y a déjà des programmes, mais il peut y avoir peut-être plus dans les associations d'éducation populaire. Il peut y avoir aussi pas mal de choses de faites en termes de prévention, et du coup en lien avec vous. Donc en tant que remplaçante du futur député, puisque je suis pas, c'est de dire que c'est tout faire pour lutter contre cette ubérisation qui vous pose problème à vous, mais qui pose problème à des tas de professions. Voilà. Je comprends parfaitement ce que vous venez de nous dire. J'ai un ami qui est patron d'une auto-école et à qui j'ai appelé juste avant de venir pour préparer le débat de ce soir. Ma réponse à ça, comment dire, sincèrement, j'ai pas de réponse faite. Pour le coup, depuis le début, j'ai des réponses qui étaient faites, c'était bien structuré, c'était très bien fait. Mais là, pour le coup, j'avoue au moins, pour le coup, là, j'ai pas forcément. La seule réponse que je peux vous donner, c'est que le mouvement En Marche s'est lancé. Et là, je vais faire une grande déviation. Le mouvement En Marche s'est lancé avec des comités et donc
autour de ces comités-là, il y avait des discussions, des échanges, des idées qui remontaient. La seule chose que je peux dire, moi, à ce niveau-là, c'est que demain, ces comités vont continuer à vivre pour faire remonter toutes les idées qu'il peut y avoir justement de tous les jours, notamment ce qu'il pourrait y avoir autour des auto-écoles. Et d'ailleurs, je vous inviterai à venir participer un jour à un de nos comités pour qu'on puisse remonter les idées différentes et les doléances aussi, si on peut dire ça comme ça, et que ça puisse être remonté et travaillé en Conseil des ministres par la suite. Voilà ma réponse un peu, pour le coup, pas très structurée, mais... Merci quand même d'avoir répondu. Moi, je pense que, en fait, tout ça, ce n'est qu'un leurre. Les lois, elles sont faites aussi pour protéger les uns et les autres. Je comprends le besoin de personnes de pouvoir assurer leur subsistance et de se dire qu'ils vont se créer leur propre chance. Néanmoins, ils le font au détriment d'autres et à la fin, ils sont eux-mêmes bernés. On a vu les manifestations qui ont eu lieu. On peut pas avoir le beurre, l'argent du beurre et la crémière, si vous me permettez une expression un peu triviale. Et à un moment donné, qui a un principe qui veille à une simplification administrative, c'est plutôt bien. Réduire les délais, comme vous l'avez signalé, monsieur, pour repasser son permis, réduire les coûts, parce que les temps d'attente sont tels que, de fait, on repasse des heures de conduite et que ça alourdit la note. C'est ça le vrai souci. Donc, en fait, l'idée, ce serait plutôt de développer d'autres professionnels, pour le coup, pour qu'il y ait la capacité de répondre aux besoins. Ensuite, on sait aussi chez nous combien c'est important les incivilités routières et que sensibiliser les plus jeunes, notamment au travers de la conduite accompagnée et ce maintenant dès l'âge de 15 ans, ce qui n'était pas possible avant. Avant, on commençait à 16 ans. Le fait de pouvoir aussi financer son permis de conduire via le compte de formation pour faciliter aussi l'accès à l'emploi et se déplacer pour aller travailler ou même pour simplement ses loisirs. On a besoin d'avoir des professionnels qui éduquent et veillent au risque de la route. Parce que non seulement on se met en danger soi-même, mais on met aussi en danger la vie d'autres et qu'il faut que chacun prenne conscience de cela. Donc en fait, c'est comment on travaille pour développer votre métier et peut-être du coup que vous ayez plus de concurrence, mais loyale pour le coup. Voilà. Alors, avant de répondre sur la question précisément, moi j'aimerais quand même dire à quel point c'est important pour les travailleurs et en particulier les jeunes travailleurs d'avoir accès à un permis de conduire, parce que pour tous ceux qui font le parcours du combattant pour avoir enfin un emploi, ils savent bien que s'ils n'ont pas le permis de conduire, c'est tout le temps non systématiquement. Et ça, vous avez sûrement beaucoup de jeunes qui vous le racontent. Alors, ça pose tout un tas de problèmes par rapport au délai. On sait que par rapport au manque d'inspecteurs pour le passage au permis de conduire, les délais sont très longs. Il y a bien sûr un problème de coût pour tous ces jeunes qui travaillent pas encore et qui doivent financer leur permis de conduire. Et face à tout ça, eh bien encore une fois, on a un État qui se désengage complètement et qui abandonne complètement le terrain, parce que quand même il y a quelque chose dont on n'a pas parlé depuis tout à l'heure, mais il y a la loi Macron. Ça me scie qu'on n'ait toujours pas parlé de ça depuis le début sur l'histoire du permis de conduire. La loi Macron qui a complètement qui commence à privatiser le passage du permis de conduire avec maintenant des postiers qui vont être appelés à participer aux examens du code de la route et tout ça. Enfin, mais on se dit c'est quoi la prochaine étape? C'est quand son enfant il y a pas de place dans l'école, et ben c'est pas grave, il va aller dans les rayons Castorama, ou alors vous êtes malade, mais désolé, il y a pas assez de personnel dans les hôpitaux, vous avez qu'à aller à l'agence SFR la plus proche. C'est ça ce qu'on est en train de commencer à faire. C'est on est en train de sabrer le service public. Enfin, c'est pas tout à fait un service public en l'occurrence, mais on est en train de oui, les inspecteurs, c'est un service public, et on est en train de remplacer ça par une privatisation où c'est des sociétés privées qui doivent s'occuper de faire passer le permis de conduire. Bah c'est extrêmement grave. Alors nous à Lutte ouvrière, on est au contraire pour un véritable service public complet du code de la route et du permis de conduire, avec des fonctionnaires d'État
partout sur tout le territoire, nombreux, qui puissent s'occuper de ça, effectivement qui soient formés, qui aient cette responsabilité. Enfin, à une certaine époque, à l'école, quand il n'y avait pas l'école partout, eh ben il y a eu une volonté de l'État de faire en sorte qu'il y ait un instituteur jusque dans chaque petit village pour 4 élèves. Eh ben pourquoi on serait pas capable de faire ça pour le permis de conduire? Pourquoi on serait pas capable de mettre partout des formateurs et des inspecteurs du code de la route et du permis de conduire? Et puis il y a de l'argent pour ça. On parlait des 40 milliards de CICE tout à l'heure. 40 milliards de CICE qu'on donne au grand patronat, ça représente on pourrait faire des milliers d'emplois d'emplois publics avec cet argent. Alors moi je pense qu'il faut un véritable service public du code de la route et que l'État il doit mettre la main à la poche pour ça. Bon, c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup parlé de la loi Macron, et effectivement, on l'a parlé, on l'a pas cité tel que, mais il est présent partout. Donc on va quand même, et on va en parler encore, parce qu'effectivement il y a des choses qui vont revenir, et avec la casse du code du travail, etc., on va voir ça bientôt. Donc c'est vrai que, c'est un peu aberrant. C'est un peu aberrant de cette société qu'on veut construire avec l'ubérisation, en pensant que effectivement chacun peut être entrepreneur, chacun peut y arriver, chacun peut en travaillant il va y réussir, sauf que effectivement ça se passe pas comme ça. C'est un travail, c'est une vie d'esclave. On a vu les résultats des uns et des autres. Après, vous avez bien expliqué ce que c'est une auto-école en termes de formation, etc. Mais c'est pas simplement tenir un volant ou apprendre le code, mais c'est tout un travail citoyen qui est fait. Ça c'est très important. Et ça, on le néglige un petit peu, on n'en parle pas, parce que effectivement, quand on regarde un petit peu tous les dégâts, ça fait les accidents de la route. Je pense que bon, effectivement, il y a toujours des comportements, etc., qui ne sont pas civils, qui sont à prescrire, mais une bonne formation au départ, une bonne sensibilisation. Et je pense que c'est important, et ça peut être fait que par des professionnels. On va pas demander à des gendarmes ou à des postiers ou alors à d'autres de faire de cette formation. Après, il y a tous les partenariats. Donc, moi, à mon avis, c'est important qu'on puisse travailler, sensibiliser déjà à l'école les enfants par rapport à tous les problèmes de la route, de la conduite. Après, c'est important aussi, parce que le permis, effectivement, ça a un coût. Donc, c'est important aussi qu'on puisse, au niveau des différents dispositifs, au niveau des différents services, qu'on puisse aider, encourager les jeunes, parce que c'est vrai que c'est un passeport, parfois pour un emploi, et parfois il faut le faire très très vite, avoir le permis très vite, parce on a la possibilité peut-être d'avoir un emploi très vite. On va peut-être avoir cette chance, parce qu'on va peut-être appeler ça une chance, et on a envie de le passer très vite, etc., etc. Donc il faut savoir quelle société on veut, il faut savoir si on veut se donner les moyens, si on veut qu'on arrête de casser, qu'on puisse créer des emplois, qu'on puisse avoir des gens, des inspecteurs, des moniteurs, et qu'on puisse effectivement passer dans des conditions satisfaisantes, dans des délais satisfaisants. Ça doit être tout à fait possible. Moi je suis en tant que, et je pense même pour les personnes qui sont ici, en tant que député ou futur député, il doit être possible je pense que c'est même une urgence, de pouvoir proposer qu'il y ait des domaines de nos vies, dans notre société, qui ne soient pas ubérisables, si je puis m'exprimer ainsi, et qui soient préservés parce qu'ils participent au service public, ils participent à la société, et c'est des domaines fondamentaux qu'on ne peut pas comme ça utiliser qu'on ne peut pas traiter d'une façon aussi libérale que peut parfois le proposer, ou a pu le proposer Emmanuel Macron quand il était ministre, et demain en tant que président. Donc je pense que c'est un travail qu'il faudra faire. Je pense que c'est un domaine dans lequel il faudra réfléchir. J'ai pas vraiment pensé le projet dans
dans ses détails, mais je pense qu'on sera amené, en tout cas, je pense qu'il serait vraiment important que cette réflexion-là suive son cours. Après, par rapport à l'auto-école et par rapport à ce que vous avez dit, moi j'ai plutôt envie de renforcer, de conforter ce que vous êtes déjà en train de faire. À la fois, vous vous battez pour préserver les avantages d'un métier et en même temps de développer des partenariats avec des associations, avec différents acteurs de la société locale. Donc ça, je pense qu'il faut le conforter, qu'il faut l'encourager, qu'il faut le soutenir. Et moi, je serais pas hostile à ce qui est une aide publique pour développer ce genre d'initiative. D'autant plus que, comme cela a été dit, on sait que chez nous, il y a parfois des conduites très particulières et donc très dangereuses. Et donc parce que voilà, on a aussi des comportements sur la route qui sont très choquants et malheureusement qui aboutissent à des drames. Donc je pense que c'est quelque chose de très sérieux et que les pouvoirs publics à travers le futur député devra proposer une loi qui vienne préserver et renforcer ces avantages-là. Voilà, ce que j'ai envie de dire là-dessus, bien sûr, je partage ce qui a été dit sur le permis de conduire, qui est indispensable, notamment par rapport à l'emploi, par rapport à tout ça, ça me semble important. Une dernière chose, peut-être développer davantage l'éducation à la conduite dans les milieux scolaires. Je pense que c'est pas suffisamment fait. Moi, quand j'étais gamin, et puis je vois aussi que ça se perpétue aujourd'hui avec mes enfants, je vois qu'il y a des événements de ce type-là, mais on devrait davantage. Je suis toujours déstabilisé, je sais pas. C'est toujours, faut toujours qu'on vienne me rappeler. Et bon, je comprends votre rôle, hein. Je mets pas du tout ça en question, mais c'est un peu voilà. Voilà, voilà ce que je voulais vous dire, c'est je trouve qu'il faut déjà conforter ce que vous faites. Je crois que ça mérite d'être soutenu davantage. Voilà. Merci beaucoup. Nous arrivons à la fin de ce débat. Mais juste avant de conclure définitivement le débat, je vais inviter chaque candidat à s'exprimer sur un point ou à une idée qui tient à cœur par rapport à son programme. Oui, donc effectivement, en 2 minutes, c'est difficile de tout. Bon, je vais être court. Donc, je pense que il y a des choses très très importantes. Il y a une conquête très très importante qui s'appelle la sécurité sociale. La sécurité sociale a pu être mise en place donc à la Libération, à un moment donné où notre pays était en difficulté, notre pays était exsangue. On a trouvé les moyens, on a trouvé les forces pour faire ça, et c'est une conquête formidable. Et là, on est en train de revenir sur la sécurité sociale. On est en train de casser, de dire que ce ne sera pas remboursé de la même façon. Actuellement, par rapport à toutes les difficultés, par rapport à la casse de l'emploi, on a de moins en moins de cotisations sociales. Donc, il faut veiller à tout prix. Hein, et à travers la Sécu, on peut parler d'un tas de choses. On peut parler des services publics. Où il faut avoir plus de personnel, il faut mailler le territoire, il faut parler de manière générale du travail, parce que on est toujours en train de parler du coût du travail, alors que le travail c'est pas un coût, le travail c'est une richesse. Donc quand il y a du travail, eh ben ça permet de rentrer. Et je reviens à ce que j'ai dit au début, ça revient à avoir plus de cotisations, ça permet pour les caisses de retraite donc sont mieux fournies. Ça permet de manière générale à avoir une société où on vit mieux ensemble parce que les gens ils ont du travail. Donc pour ça il y a des tas de possibilités. J'ai dit tout à l'heure qu'il y avait de l'argent et cet argent on pouvait le prendre et le distribuer autrement. Hein. Déjà relancer la consommation donc en permettant aux gens de travailler moins, d'avoir du temps, en augmentant les salaires c'est possible. Et tout ça peut faire l'objet de voilà c'est un peu un tout. Mais il faut travailler autrement et dépenser l'argent autrement. Et de l'argent, il y en a. Il faut le mettre au bon endroit.
Oui, donc je ne suis que candidate remplaçante, donc je vais vous parler un petit peu de Renaud Gauquelin, qui est notre candidat titulaire. Avec Renaud, on forme un vrai binôme. Lui, par son métier, médecin généraliste, 35 ans à Sathonay, connaît les spécificités de ces villages, Sathonay-Camp et villages. Il a également été maire de Rieux, donc il connaît les problématiques d'une ville assez proche de la nôtre. Ce qu'on fait ici à Vaud aussi est connu et nous travaillons bien aussi avec la ville de Bron. Nous avons la chance d'être dans une région qui reste malgré tout très attractive, dans une métropole très dynamique. Je voudrais pas que nous passions à côté de notre histoire, parce que notre circonscription est à gauche depuis longtemps, c'est vrai, et de fait, les choses paraissent naturelles, acquises. Renaud, comme moi, sommes des élus de proximité, on vit les lieux, on a les mêmes problématiques que tout le monde, et cela fait des années qu'on reste fidèle aux valeurs et aux services pour modifier, améliorer la vie de chacun de nos concitoyens. Et en ça, je pense que Renaud est député depuis le 12 mars 2016, donc c'est une expérience assez récente. Il connaît aujourd'hui les rouages de l'Assemblée nationale, comme toujours un homme généreux au service des valeurs. Et donc, je souhaite sincèrement, dans l'intérêt de nos quartiers, qu'on puisse mettre en valeur les expériences qu'on a menées chez nous, parce qu'elles peuvent servir d'exemple au niveau national très largement. Il faut changer de regard sur nous, être plus positif pour pouvoir être constructif, créatif pour demain. Non, voilà, moi je suis candidat à cette élection. Je milite en fait pour que le candidat qui soit élu soit vraiment très proche du terrain et a comme fond de tableau la population de ce territoire qui est une population une sociologie très contrastée. Il y a de nombreuses communautés, il y a une population de différents milieux, des milieux populaires, de classe moyenne supérieure. Et je pense que vraiment le travail du député, c'est de défendre avec assiduité et beaucoup de force les intérêts de ces populations, dans une logique qui soit pas celle qui soit une logique verticale imposée par des partis, parce que je pense que l'enjeu c'est d'être vraiment au service de sa population, des habitants, et que parfois les intérêts se contredisent entre ceux des partis et ceux des populations. Donc je pense que c'est un enjeu très important. Et le second élément que je voulais dire aussi pour conclure, c'est dire quelque chose au sujet de la justice. Je suis passé très vite sur cette question-là, mais moi je suis assez choqué par une procédure qui existe actuellement, qui s'appelle la comparution immédiate. Et je souhaiterais vraiment réformer cette procédure. J'ai été témoin, j'ai pu assister à différents procès et j'ai vu comment en quelques secondes la vie de quelqu'un pouvait basculer d'une façon plus ou moins durable. Et je trouve que c'est une façon de juger les gens, c'est une façon aujourd'hui qui me paraît anachronique par rapport à l'époque, à notre époque. Donc voilà, je travaillerai en tout cas je participerai pour ceux qui seront élus. Avec ceux qui seront élus, bien sûr, je parle des candidats qui sont à gauche, à la réflexion, puis à des propositions visant à réformer cette procédure. Alors, j'ai parlé de fermeté à l'égard des délinquants. Je vais citer encore quelques chiffres. Vaux-en-Velin, en 2014, 85 167 crimes et délits, dont 48% de vols et dégradations, c'est-à-dire l'enfer au quotidien pour les gens honnêtes. En France, en 2015, 4 millions de crimes, 100 000 peines prononcées, pas exécutées.
à cause notamment de la clochardisation de la justice. Debout la France, nous proposons de recruter 30 000 policiers et gendarmes, plus 10 000 personnels administratifs, de créer 40 000 places de prison. Tout délinquant doit aller en prison, mais la prison doit être un lieu de réhabilitation. Nous proposons de rétablir la police de proximité de jour comme de nuit, de reconquérir les zones de non-droit. Vous savez comme moi qu'à Paris, il y a actuellement une polémique. Dans certains quartiers, les femmes ne peuvent pas aller sans se faire insulter. Alors ça, c'est quand même des faits qui sont prouvés. Nous voulons arrêter les djihadistes de retour de Syrie, et cela en application de l'article 411.4 du Code pénal, intelligence avec l'ennemi. Donc ça existe, les outils juridiques existent. Bien sûr, on le fera avec mesure. S'il y a des gens qui n'ont rien à voir avec le djihad, on va pas les expédier au Kerguelen. Non, mais c'est pas de souci. Fermer les mosquées où l'on prêche la haine, expulser de notre pays tout étranger condamné pour crimes et délits, ça aurait évité le camion fou à Nice, rétablissement des frontières, fin de Schengen, abaisser la majorité pénale à 16 ans, 2 rappels à la loi maximum, suspendre les aides sociales en cas de délit, création d'un statut de victime en danger pour toute personne menacée, notamment les femmes battues, qu'on équipera d'équipements de secours pour alerter sur leur cas, présomption de légitime défense pour les forces de l'ordre, paiement des heures supplémentaires aux policiers, libéralisation de la pose de caméras, développement de l'expérience voisin vigilant, signalement des infractions. On voit actuellement ce qui se passe avec les bornes d'incendie. Je pense qu'il faudra penser à conclure également. Voilà. Alors je vais conclure en disant qu'il faut valoriser toute la jeunesse des banlieues qui réussit, qui s'en sort, celle dont on ne parle jamais dans les médias, et qu'il faut que tous les enfants nés en France communient dans les valeurs de notre pays. Bon, alors moi, pour conclure, j'aimerais dire que ces dernières années, on a eu droit à la droite de Sarkozy, qui a imposé tout un tas de mesures anti-ouvrières. On a eu le droit à la gauche de Hollande, qui a fait exactement la même chose, qui a continué les réformes de Sarkozy sur nos retraites. On a eu la loi Macron, on a eu la loi El Khomri. Et qu'aujourd'hui, on va avoir les deux en même temps. Voilà. On va avoir les plus arrivistes de la gauche et les plus arrivistes de la droite qui vont gouverner ensemble contre les travailleurs. Alors nous, ce qu'on veut dire dans tout ça, c'est bien sûr qu'il faudra pas se laisser faire. Et le drapeau qu'on veut porter, c'est celui d'une opposition, mais pas de n'importe quelle opposition, d'une opposition ouvrière qui vienne des travailleurs. Et donc moi, ce que je voulais dire, c'est que je voulais m'adresser bien sûr à tous ceux qui ont voté pour Nathalie Arthaud à l'élection présidentielle, et je leur demande bien sûr de renouveler leur geste en votant pour ma candidature, et aussi plus largement à tous ceux qu'on a rencontrés, et en fait ils sont très nombreux, qui se disaient touchés parce que Nathalie Arthaud pouvait dire dans cette campagne présidentielle, mais qui nous disaient oui mais là il va falloir que je vote utile, je vais voter pour un candidat qui peut gagner. Bien moi j'appelle ceux-là aussi, ceux qui ont été touchés par ce que disait Nathalie Arthaud, à voter pour Lutte ouvrière cette fois-ci, parce que vraiment faut être convaincu que se défendre contre les mesures de Macron, ça viendra pas d'un groupe parlementaire. C'est pas avec un député de plus, un député de moins, ou même 10 ou même 30, qu'on empêchera Macron de gouverner avec ses lois ou par ordonnance au service du grand patronat. Et pour nous, la seule opposition qui peut permettre de résister, c'est l'opposition des travailleurs. Ce sont des luttes sociales, ce sont des manifestations, des grèves. Et c'est pour ça qu'on veut continuer à dire dans l'élection et à l'avenir, tout ce que les travailleurs, ils ont déjà dit dans la rue en défilant contre la loi El Khomri. Donc on veut continuer à faire ça et on appelle tous les travailleurs qui veulent pas se laisser faire à voter pour nos candidats. Bien, moi je voulais insister un petit peu sur l'importance de l'élection législative. Je crois que on comprend l'importance de l'élection présidentielle, mais finalement je pense que celle qui est le plus important, c'est celle des législatives. Pourquoi ? Parce que le député a le rôle de voter les lois, de contrôler le gouvernement et de proposer des lois. Donc là, il y a tout des tas de choses qu'on peut mettre en place. Sur notre circonscription, Jean-Luc Mélenchon est arrivé en tête. Donc je m'adresse aux électeurs en leur disant que si on a loupé de peu le passage au second tour, là, on a toutes nos chances, toute la possibilité de faire appliquer notre programme qui a été travaillé depuis depuis un an et avec des contributions très importantes. On a cette possibilité-là d'être vraiment une opposition au gouvernement Macron, parce que c'est ça le rôle aussi des députés, et de porter et de défendre les idées qui étaient dans ce programme. Voilà. Et juste pour préciser que sur notre circonscription, la priorité des priorités pour Andrea Cotarac et pour moi-même, c'est la jeunesse. Et je crois que dans le débat, on a pu développer quelques idées qui vont dans ce sens-là. Donc, merci. Je reprends le micro pour finir.
Je tiens à repréciser que je ne suis pas candidat, mais je suis là parce que je suis coordinateur de la campagne d'Anissa Keder, donc et qu'on souhaite porter sa candidature aux législatives, pour un petit peu défendre la plupart des mesures qu'on a pu dire tout à l'heure, mis à part sur le permis où effectivement j'ai pas dit grand chose. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre, en tout cas sur ça? Donc déjà, je vous remercie de nous avoir invités et d'avoir invité et d'avoir en tout cas essayé d'inviter la plupart des candidats, parce que pour le jeu démocratique, c'est quelque chose de très important d'échanger sur les idées de chacun. Et je remercie aussi la plupart des candidats d'être venus défendre leur programme. Le sentiment que j'avais aujourd'hui, ce soir, c'était tous contre Macron. Peut-être que c'est faux, mais en tout cas c'est le sentiment. Mais ce que je peux tout à fait comprendre, hein, on peut pas forcément accrocher à l'ensemble des idées qui peuvent être proposées. Dans tous les cas, moi je serai là pour aider notre candidate à arriver le soir du 18 juin à être la députée pour la 7e circonscription, pour qu'elle puisse porter les idées sur l'éducation qu'on a pu évoquer tout à l'heure, le dédoublement des classes, pour qu'on puisse qu'elle puisse faire avancer les histoires sur la sécurité, le développement de la task force, et puis tout un tas de mesures qui permettraient justement de combattre ce terrorisme aujourd'hui qui fait un peu mal à notre pays, de permettre d'aller. On va conclure. Et on va conclure. On va conclure. Pour le coup, là, c'est moi qui parle beaucoup. Pour le coup. Bon, très bien. Donc voilà, et de permettre justement à ce que ce qui a été promis par Emmanuel Macron soit fait sur ce quinquennat-là. Merci beaucoup. Alors, juste avant que vous partiez, j'aimerais remercier tous les candidats qui étaient présents, ou les suppléants, ou les coordinateurs de campagne. Donc, je vais d'abord citer tout le monde qui était là. Il y avait Monsieur Bogossian, pour le Parti communiste français, Madame Le Serre pour le PS. Elle est suppléante de Monsieur Gauquelin. Il y avait Monsieur Pierre Didier Thietier, APA, qui est pour Europe Écologie Les Verts. Monsieur Albou, qui est pour Debout la France. Monsieur Spreux pour Lutte ouvrière. Madame Charrier pour France Insoumise, et qui est la suppléante de Monsieur Cotarac. Et Monsieur Jafar Grinch, qui est le coordinateur de campagne pour En Marche, pour Anissa Keder. Merci à tous. Merci. Et très bonne soirée.